tu sais pas qui j'ai croisé hier soir? J'ai croisé qui? Eh bah Darmanin, figure-toi. Darmanin? L'abject Darmanin? Ah bah en personne, ouais, et puis il faisait la gueule, hein, je peux te dire. Bah, Ah, c'était pas la mine des grands jours. Hein. qu'est-ce qu'il a encore? Ah bah, il y a des raisons, attends, je te montre. Bonjour et bienvenue dans le récap. Un tout petit mot avant de commencer parce que l'heure est grave. Le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. En vue de 2027, aidez-nous à continuer à vous informer. Permettez au premier média télé indé de France d'exister. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Et nous sommes le mardi 9 juin, nous allons parler d'un dysfonctionnement. L'affaire Liana serait cela, un dysfonctionnement. C'est en tout cas ce que nous rabâche le gouvernement, alors qu'une collégienne de 11 ans a été retrouvée morte dans un silo à grains dans le Gers. Le 29 mai dernier, cette jeune fille avait disparu à la sortie de l'école après avoir été aperçue dans le véhicule d'un homme de 41 ans. Ce dernier, Jérôme Barella, est rapidement identifié et arrêté. Le père de famille connaît bien la jeune victime, puisque c'est une amie de sa propre fille. Alors pendant sa garde à vue, le suspect nie toute implication et garde le silence. Mais son profil fait froid dans le dos. Au total, Jérôme Barella cumule 9 procédures contre lui depuis 2017, à chaque fois pour des faits liés à de la pédocriminalité. Alors plusieurs ont été classés sans suite en raison de faits insuffisamment caractérisés pour la justice. La dernière plainte avant l'affaire Liana date du mois d'août dernier. La victime, Rosa, une fillette de 10 ans, est à nouveau une amie de la fille de Barella. Elle dénonce plusieurs viols commis au domicile du père de famille, corroborés par des examens médicaux confirmant la présence de lésions sur le corps de l'enfant. Et malgré cette plainte et donc l'ouverture d'une enquête, à ce jour, presque un an plus tard, le quadragénaire n'a jamais été inquiété, ni perquisitionné, ou même simplement auditionné sur les faits dénoncés. La mère de la jeune fille a d'ailleurs annoncé ce matin poursuivre l'État en responsabilité devant le tribunal judiciaire pour faute lourde et lancer une procédure distincte au pénal. Donc, pas une seule nuit en garde à vue pour cet homme, une énième fois visé par des accusations de viol et d'agression sur des mineurs. Les militants et militantes qui ont manifesté hier pour dénoncer les manquements de la justice dans l'affaire Liana et plus largement le traitement des violences sexuelles en France, ils ne peuvent pas en dire autant. Particulièrement celles et ceux qui se sont rassemblés sous les fenêtres du ministère de la Justice, le domaine de Gérald Darmanin, place Vendôme. Alors la préfecture avait interdit cette manifestation au motif d'un potentiel trouble à l'ordre public et d'une menace terroriste qui serait particulièrement élevée. Mais ces problèmes sont visiblement très localisés à la place Vendôme et ne concernent donc que le périmètre du ministère de la Justice parce que la préfecture n'a pas eu de problème à autoriser un rassemblement idoine devant la cour d'appel de Paris sur l'île de la Cité, à quelques kilomètres de là. Les voies de la sécurité sont vraisemblablement impénétrables, à moins que ce soit un prétexte pour ne pas trop embarrasser Gérald, déjà bien emmerdé avec toute cette affaire. Même la présidente de l'Assemblée nationale, la macroniste Yaël Braun-Pivet, n'a pas compris cette interdiction. C'est dire. Alors, je n'ai pas compris pourquoi ce rassemblement était interdit. Ce sont des femmes, ce sont des collectifs, des associations, des citoyens engagés la qui décision de Laurent Nunez, luttent pas compris. depuis des années pour défendre nos enfants, pour défendre les femmes de notre pays, et donc qu'elles ne puissent pas manifester devant le ministère, où que ce soit d'ailleurs. Vous dites ça au préfet de police Je et dis ça au ministre de l'Intérieur. Au préfet, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice aussi. Alors quelle doit être l'incompréhension de la présidente de l'Assemblée quand elle a appris hier et probablement ce matin qu'en plus de l'interdiction incompréhensible, la police a été envoyée pour violenter les manifestants et manifestantes de la place Vendôme hier soir.
D'ailleurs, la comédienne et réalisatrice Andrea Bescon, très engagée puisqu'elle-même victime de viol alors qu'elle était enfant, faisait partie de ces manifestants. Elle a été arrêtée et a passé la nuit en garde à vue pour attroupement après sommation de dispersion, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Un grand classique du genre, on connaît bien. La comédienne, elle, de son côté, avance une toute autre version des faits, je la cite. C'était un peu une surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers qui nous poussaient alors que nous faisions un rassemblement non violent depuis 2 heures. Ça, c'est ce qu'elle écrit sur un post Instagram ce matin où elle ajoute: quelle étrange réaction de la part des services de police. Alors étrange, certes, mais non moins inhabituelle. Mes collègues Lydia Ménez et Andrei Manivit, ils étaient sur place hier sur les 2 lieux de rassemblement à Paris. Et justement, le choix du lieu n'était pas un hasard, bien au contraire. Pour l'actrice Anna Mouglalis, il était important et nécessaire de pouvoir s'adresser au pouvoir politique pour faire changer les choses plutôt qu'aux magistrats. On l'écoute. On ne s'adresse pas à Paris, on ne s'adresse pas au procureur, on s'adresse en fait au ministre de la Justice. Et c'est ça qu'on nous empêche de faire ce soir. C'est incroyable. Et encore une fois, on retourne. C'est les gens qui luttent contre les violences, qui sont ciblés comme des personnes potentiellement dangereuses. Je sais pas, maintenant ça fait 15 ans que certaines personnes demandent une grande loi intégrale, une loi cadre, pour que il y ait une vraie protection des enfants, des femmes par rapport aux violences sexistes et sexuelles. Et rien n'est fait. On réagit uniquement. Il y a des circulaires uniquement qui réagissent à l'actualité. Tout est priorisé par le ministère de la Justice, plus rien ne l'est. C'est complètement absurde. On manque de moyens, on le sait, on entend des choses aberrantes. Et Gérald Darmanin et le pouvoir politique en général fait justement des pieds et des mains pour se déresponsabiliser dans l'affaire Liana. Alors que ce soit le ministre de la Justice ou même Emmanuel Macron lui-même, le premier réflexe a été de charger l'institution judiciaire et à la marge les services de l'État. C'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs Gérald Darmanin lors de son audition devant le Sénat. Du point de vue qui m'est remonté des procureurs généraux, je crains que effectivement dans l'affaire Liana, il y a eu une défaillance des services des parquets, peut-être d'autres services de l'État. On en a parlé avec M. le ministre de l'Intérieur et M. le ministre de l'Éducation nationale. Et on aurait dû appliquer de manière prioritaire, même en cas de dessaisissement de Toulouse-Pourroche, parce que l'auteur et parce que les faits étaient dans un autre département, on aurait dû appliquer le principe de précaution pour mettre de côté M. Barella et regarder s'il était ou non l'auteur de ces viols. Et alors, n'allez surtout pas leur parler à tout cela d'un manque de moyens. Le garde des Sceaux balaye ça d'un revers de main, comme le président d'ailleurs. Et il y voit au contraire des responsabilités individuelles. Et il a d'ailleurs indiqué que des sanctions pourraient être prononcées, notamment pour faute professionnelle. Dans le viseur du gouvernement, la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, qui a dirigé l'enquête sur la jeune Liana. Sauf que selon nos informations aux médias, la magistrate mise en cause a fait l'objet d'une promotion inscrite au tableau d'avancement pour l'accès au 3e grade de la magistrature, un avancement annoncé officiellement sur Légifrance le jeudi 4 juin 2026, soit le jour de la découverte du corps de la jeune Liana. Je vous renvoie à notre enquête écrite et publiée à l'instant sur notre site internet. Alors pour donner le change et masquer sa propre incapacité à traiter le problème, Gérald Darmanin a notamment demandé au procureur de la République de passer en revue les 70 000 plaintes pour infraction sur mineurs, et ce, avant le 14 juillet. Une tâche évidemment titanesque, quasi impossible dans le délai imparti, que les magistrats dénoncent. Le Conseil supérieur de la magistrature déplore dans un communiqué le discrédit jeté sur les milliers de magistrats, rappelant que la justice n'a pas un budget à la hauteur de l'ampleur sans cesse croissante de ses missions et des urgences multiples auxquelles elle doit faire face. Les enquêteurs non plus d'ailleurs n'ont pas ces moyens. La machine est grippée de bout en bout et ça
ça, c'est évidemment le résultat d'années de démantèlement des services publics par le pouvoir en place et de priorités qu'il a également déterminées lui-même et dont ne font pas partie les violences sexistes et sexuelles ou la protection de l'enfance. C'est d'ailleurs ce que révèle Mediapart. Nos confrères ont fait le compte. Depuis son arrivée au ministère de la Justice, début 2025, Darmanin a adressé aux magistrats et magistrates 114 circulaires et dépêches. Et contrairement à ce qu'il affirme publiquement, les violences sexuelles ou les violences contre les mineurs n'occupent qu'une place très limitée dans ces textes. Les principales priorités affichées concernent surtout, je vous le donne en mille, le narcotrafic, la criminalité organisée ou encore des sujets liés à l'actualité médiatique. Et c'est justement là où le bât blesse, l'actualité médiatique, puisque c'est toujours elle qui fait la pluie et le beau temps. La preuve, encore une fois, rien de tel qu'une cote de popularité politique qui s'effondre suite à un fait divers un peu trop important pour que tout d'un coup, le politique, justement, se saisisse d'un sujet qu'il a jusque-là toujours ignoré. Encore une fois, l'affaire Liana n'en est qu'une énième preuve. Et d'ailleurs, ça se saurait si Darmanin était du genre concerné par les violences sexistes et sexuelles. Enfin, quand je dis concerné, je veux dire préoccupé. Je parle pas des histoires d'appartements, tout ça. Ah mince, je viens d'en parler. Tant pis. Le syndicat de la magistrature rappelle également que les violences faites aux enfants sont depuis longtemps reléguées au second plan, elles aussi, faute de moyens humains et matériels suffisants. Il accuse les gouvernements successifs de ne pas avoir engagé les réformes nécessaires. Et puis d'ailleurs, il suffit de regarder un peu ce qui se passe du côté de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, le service public censé justement protéger les enfants en danger et en vulnérabilité, pour se convaincre du désintérêt que portent les différents pouvoirs politiques sur le sujet, et ce, depuis un long moment. Eh oui, mais sauf que là, ça barde. L'opinion publique est sur les dents avec l'affaire Liana et elle catalyse toute la colère liée à une multiplication justement des affaires de pédocriminalité, enfin des affaires médiatisées ces derniers temps. C'est la goutte d'eau finalement qui fait déborder le vase de l'indignation et sous les dorures des palais de la République, c'est un peu panique à bord, surtout avec la présidentielle à venir et les nombreuses ambitions. Mon collègue Niels Wilke nous en parlait d'ailleurs vendredi dernier dans sa chronique. C'est un peu la panique au sommet de l'État face aux retombées de l'affaire Liana. L'exécutif a réagi avec une vigueur qu'on ne lui connaissait pas dans ce type d'affaires très sensibles. Notamment, j'ai interrogé un conseiller gouvernemental qui reconnaît effectivement que ça va devenir probablement une affaire nationale. Il va falloir réagir vite et fort pour ne pas donner l'impression qu'on est à la ramasse. Alors en attendant, les orientations budgétaires prises à Paris par ce gouvernement macroniste, elles appauvrissent les moyens humains et financiers donnés aux magistrats et aux forces de l'ordre pour faire leur travail correctement. Et les Français qui connaissent des drames sordides, comme la famille de la petite Liana, sont touchés par ricochet et ce n'est pas l'opération de communication du gouvernement qui peut changer ce constat. Et oui, comme on l'a dit, au sommet de l'État, c'est panique à bord. Alors dernière réaction en date, Lecornu, Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui a annoncé sa volonté de faire passer la peine de viol sur mineur de 20 ans jusqu'à la perpétuité. Alors encore une mesure choc, davantage pensée pour calmer l'opinion que comme une réponse réellement efficace pour lutter contre le fléau de la pédocriminalité et plus généralement contre les violences sexuelles. Dans un communiqué commun à 150 assos, ONG et syndicats, la Fondation des femmes pointe au contraire la responsabilité, ou plutôt le cas échéant l'irresponsabilité, des politiques qui, je cite, ont décidé depuis 10 ans de regarder ailleurs, de ne pas prendre en compte les alertes remontées par toutes les associations et le système judiciaire. Le communiqué rappelle que depuis la vague MeToo et la libération de la parole, une avalanche de plaintes a été constatée. C'est 3 fois plus de plaintes qu'avant 2017. Et je cite encore, face à cela, il y a eu 94% de classements sans suite dans les affaires de viol, des classements faute de preuves, mais surtout faute de moyens d'enquêter et faute de volonté politique au sommet d'en faire une priorité. 77 mois entre la première plainte et la finale de la procédure, 1% des violeurs condamnés, lorsque 160 000 enfants et plus de 100 000 femmes sont victimes chaque année de violences sexuelles, ce n'est plus une série de faits divers, c'est un
phénomène de masse, une violence systémique, une urgence nationale, termine le communiqué qui rappelle quand même que l'État français dispose de 2 fois moins de juges et de 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne. Difficile dans ces conditions d'être à la hauteur de l'enjeu. La militante féministe et écrivaine française Anne-Cécile Melfer, également présente hier à la manifestation Place Vendôme, elle a souligné ce manque de moyens au micro de mes collègues. Je vous propose de l'écouter. On sait qu'il y a depuis MeToo 3 fois plus de plaintes pour viol. Et depuis MeToo, ils ne veulent pas augmenter les moyens. Mais qui peut croire qu'on peut juger de la même manière aujourd'hui un viol avant MeToo ? Quand vous avez 3 fois plus de plaintes, vous faites comment pour enquêter 3 fois plus quand vous n'avez pas 3 fois plus d'enquêteurs, 3 fois plus de juges? Et puis il y a tout ce qui concerne la prévention également. C'est-à-dire que nous, on est vraiment très attachés à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de viols déjà. Mais est-ce que le gouvernement s'en préoccupe, ça, de nous protéger aussi pour ne pas être violés et pas seulement punir quelques violeurs de temps en temps? Et puis il y a la réparation. La réparation, c'est comment faire en sorte qu'il y ait des soins, qu'il y ait des pédopsychiatres, qu'il y ait des soins psychotraumatiques, qu'il y ait des moyens en fait sur le système public de santé. Et en fait, il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui, il n'y a rien qui va, il n'y a aucune politique publique coordonnée sur les violences faites aux femmes. Il n'y a pas les moyens qu'il faut. Nous, on a dit, on a chiffré, il faut 2,6 milliards. Il y a au maximum 355 millions d'euros qui sont mis, alors qu'il faudrait 2,6 milliards d'euros. L'article 20 de la proposition de loi qui a été déposée le 25 novembre 2025, proposition de loi intégrale, explique clairement qu'à partir du vote de cette loi, il serait possible d'examiner dans la juridiction du domicile de la victime l'intégralité de la plainte. Ça aurait voulu dire que dans le cas de Rosa, qui est celle qui a porté plainte juste avant le meurtre de Liana, au lieu d'avoir un dossier qui voyage d'une juridiction à une autre, en plus par envoi papier, je sais pas quoi, qui se perd, qui met des mois et des mois, elle aurait été examinée tout de suite dans la juridiction de la victime, c'est-à-dire à Toulouse. Elle aurait jamais dû finir à Auch, elle aurait dû être examinée à Toulouse. Ça, c'est l'article 20 de la proposition de loi. Si elle avait été votée en novembre, je pense que peut-être, je ne sais pas, mais peut-être en tout cas, la plainte de Rosa aurait été examinée rapidement, en temps et en heure, et peut-être que du coup, le mise en cause ne serait pas passé à l'acte pour Liana. Alors cette loi intégrale, appelée des vœux des associations et des militants et militantes, elle existe déjà, ça tombe quand même bien. C'est la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez qui la porte et elle est soutenue par une centaine de députés de plusieurs tendances politiques. Cette proposition de loi, elle a été déposée en novembre dernier et depuis, silence radio. La députée a d'ailleurs pris la parole ce jour dans l'hémicycle pour demander une énième fois au gouvernement de se saisir du sujet. Depuis 8 mois, je vous interpelle. Depuis 8 mois, nous demandons à avancer. Jusqu'alors, ce sujet n'a pas été votre priorité. Et malheureusement, une fois de plus, c'est l'horreur qui nous oblige à regarder la réalité en face. Cette réalité, nous devons l'affronter en travaillant enfin sur une proposition de loi intégrale. L'examen du texte est demandé dès le mois de septembre en session extraordinaire. Qui le demande ? Nous, les députés, mais aussi des sénateurs et des sénatrices qui ont travaillé sur le texte. La coalition de plus de 150 associations et syndicats à l'initiative d'une plateforme inédite de propositions. Les près de 200 000 signataires de la pétition pour une loi intégrale. À nos voix se sont ajoutées hier celles de milliers de citoyens et de citoyennes mobilisés partout en France. Monsieur le Premier ministre, cette mobilisation appelle désormais une réponse politique. J'ai bien entendu vos annonces faites ce midi et qui seront examinées dans le texte sur la protection de l'enfance. Mais soyons clairs, nous ne nous contenterons pas de cela. Ce ne sera pas suffisant. Monsieur le Premier ministre, au nom de toutes celles et de tous ceux qui veulent être écoutés, protégés et défendus, je vous demande d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi intégrale visant à lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Alors décidément, il n'y a bien que le gouvernement pour continuer de nier sa responsabilité dans l'affaire Liana et dans toutes les autres d'ailleurs. Dans une démocratie parfaitement fonctionnelle, une telle onde de choc aurait évidemment donné lieu à des démissions au sein de ce même gouvernement, mais pas chez nous. Gérald Darmanin, notamment, s'accroche à son fauteuil comme à une moule à son rocher, estimant que la défaillance ne tenait pas aux instructions que le ministère a données. Circuler, il n'y a rien à voir, comme toujours.
Eh bien non, monsieur le ministre, la mort de la jeune Liana n'est pas un dysfonctionnement, c'est précisément le fonctionnement, celui que vous et vos prédécesseurs avez instauré, alimenté et même entretenu. Depuis une semaine, ce mot est partout, dysfonctionnement de la justice, des services de l'État, de la chaîne pénale, un mot formidable que le dysfonctionnement. Il donne l'impression d'un accident de parcours, d'une anomalie imprévisible, alors qu'il s'agit au contraire d'un choix politique, car enfin, qui peut sérieusement prétendre découvrir aujourd'hui l'état de la justice française? Qui peut feindre la surprise face à ces magistrats débordés, à ces enquêteurs surchargés, à des services sociaux exsangues, à des associations à bout de souffle et à des milliers de signalements traités dans des conditions que tout le monde sait indignes? Personne, absolument personne. Les alertes sont publiques, elles le sont depuis des années, elles sont documentées, répétées, martelées. Les professionnels n'ont cessé de prévenir, les syndicats aussi, les associations, les militants, les victimes. Tout le monde a prévenu, mais prévenir suppose encore qu'il y ait quelqu'un pour écouter. Or, ceux qui nous gouvernent n'ont jamais voulu entendre. Ils ont préféré les grands discours au vrai budget, les belles annonces au recrutement réel, les plateaux de télé aux réformes de fond. Ils ont préféré administrer la pénurie plutôt que de la combattre. Ils ont préféré gérer les conséquences plutôt que de s'attaquer aux causes. Et aujourd'hui, après des années à laisser les institutions s'épuiser, les voilà qui découvrent soudainement toute leur fragilité. Quelle comédie! Les mêmes qui expliquaient hier encore que tout allait pour le mieux cherchent aujourd'hui des responsables parmi ceux qu'ils ont eux-mêmes laissé travailler dans des conditions impossibles. Les mêmes qui ont ignoré les alertes se présentent maintenant comme les premiers indignés. Il faut dire qu'il y a urgence, non pas urgence seulement pour les victimes qui attendaient déjà hier, mais une urgence politique, parce que cette fois, l'indignation ne retombe pas. Cette fois, une partie de la population fait directement face à ce que les professionnels répètent depuis des années. Ce qui s'est produit n'est pas l'échec d'un système efficace, c'est le résultat d'un système abandonné. Et c'est aussi là qu'apparaît une autre conséquence de cette faille. Une conséquence dont les macronistes portent également la responsabilité, car à force d'avoir attendu, à force d'avoir ignoré les alertes, à force d'avoir laissé s'accumuler les drames qu'ils prétendent aujourd'hui découvrir, ils ont fini par produire le pire des résultats, non seulement l'échec de la protection des victimes évidemment, mais aussi l'affaiblissement de la confiance dans les solutions démocratiques elles-mêmes. Et c'est dans ce terreau que désormais ressurgissent de plus en plus de revendications comme le rétablissement de la peine de mort dans notre pays, une régression historique qui constitue elle aussi une part du bilan, un nouvel échec des macronistes. Et qu'on soit clair, cette revendication, c'est une impasse. Elle ne ramène aucune victime, elle ne répare aucun drame, elle ne remplace jamais la justice, la protection de l'enfance ou des services publics à la hauteur. Mais son retour dans le débat public dit quelque chose de profond. La colère, elle n'est pas née nulle part, elle est le produit de l'accumulation des échecs, elle est le produit de l'impuissance organisée, d'un pouvoir qui n'a cessé de promettre l'efficacité tout en affaiblissant les outils qui la rendent possible. Voilà pourquoi l'affaire Liana dépasse tragiquement le seul destin de cette pauvre enfant, parce qu'elle révèle tout à la fois l'abandon de la protection de l'enfance et des plus vulnérables, l'épuisement de la justice, le mépris des lanceurs d'alerte et désormais la progression de réponses toujours plus brutales dans le débat public. Voilà le bilan, celui des macronistes. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas face aux conséquences d'un système qui aurait cessé de fonctionner. Vous êtes face aux conséquences d'un système qui fonctionne exactement comme vous l'avez organisé. Alors maintenant, une question simple demeure. Quand allez-vous enfin assumer vos responsabilités ? Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, on vous rappelle notre objectif de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média, le premier média télé indé de France. On ne peut quand même pas disparaître juste avant 2027. Aidez-nous, c'est à partir de 5 € par mois, c'est défiscalisable. Et pour cela, rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube.
Mercredi 10 juin, les 4 syndicats représentatifs de la SNCF, la CGT, Sudrail, l'UNSA et la CFDT appellent à la grève. Ils déplorent un état d'urgence lié à la multiplication des drames. Il faut comprendre par là l'augmentation des accidents de travail, des arrêts maladie et des suicides, engendrés, selon les syndicats, par des restructurations compulsives et le processus de filialisation. Deux phénomènes qui semblent mettre à mal les conditions de travail des employés de la SNCF, dirigé aujourd'hui par l'ex-premier ministre Jean Castex. L'ouverture à la concurrence des lignes et la baisse du pouvoir d'achat sont également pointées du doigt. Les revendications sont quant à elles claires. Les grévistes demandent l'augmentation générale des salaires, la revalorisation des primes de travail, la réévaluation de l'indemnité de résidence et enfin l'octroi d'un véritable 13e mois. Selon les prévisions, 2 TGV sur 3 seront en circulation et un intercité sur 2. Le trafic régional sera quant à lui fortement perturbé. Affaire donc à suivre demain. Vous ne savez pas qui est le candidat à la présidentielle du PS ? Eh ben moi non plus, mais on est censé y voir plus clair le 9 juillet, date à laquelle les militants socialistes seront convoqués pour décider de la stratégie à adopter pour la présidentielle. On en a parlé dans un récap la semaine dernière. Alors à savoir, y aura-t-il une primaire ? Quand ? Qui est-ce qui va y participer ? Peut-être une pré-primaire même. On le rappelle, le patron du PS, Olivier Faure, plaide donc pour une primaire à gauche, hors LFI, en 2 temps. Ça, c'est la nouveauté. Alors certains ont déjà donné leur accord, François Ruffin, Marine Tondelier. D'autres s'y opposent fermement, comme c'est le cas pour Raphaël Glucksmann. Vous l'aurez compris, c'est un peu le bazar. Et comme si ça n'était pas encore assez, 2 nouveaux candidats sont déclarés. Karim Bouamran l'a fait savoir ce matin, il est candidat. Rappelez-vous, c'est le maire PS de Saint-Ouen qui était contre l'installation d'un master poulet dans sa ville et qui en a fait tout un fromage sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'était un sujet de récap que vous pouvez retrouver. Et alors, Karim Bouamran, il a été clair, je le cite, « Je renvoie dos à dos les offres de Bardella et de Mélenchon. Pour moi, c'est pareil. » Mon petit doigt me dit que ça pourrait faire un sujet de récap pour demain. Ah oui, et puis si vous n'avez pas vu passer l'info, Delphine Batho, l'ex et très éphémère ministre de l'écologie, est également candidate. Elle a été officiellement investie par son parti Génération Écologie lors de la convention nationale samedi dernier. Et comme Karim Bouamran, elle partira seule à la présidentielle. À ce train-là, la primaire de la gauche, vraiment pas sûre qu'elle ait lieu. Elle n'intéresse manifestement vraiment pas grand monde. Et on continue avec l'international. L'extrême droite bolivienne affiche sa volonté de réprimer les manifestations. Le président Rodrigo Paz, qui a fait face à une contestation sociale inédite depuis plusieurs semaines, a signé une loi décrétant l'état d'urgence. Il veut aussi faire intervenir l'armée ainsi que restreindre les libertés de réunion et de circulation. Les manifestants maintiennent des barrages routiers répartis sur au moins 80 points un peu partout en Bolivie. Les manifestants, quant à eux, réclament des hausses de salaire et d'autres mesures sociales. Ce qui a mis le feu aux poudres en Bolivie, des baisses d'impôts pour les plus riches et une réduction de 30% du budget de l'État. Alors ces barrages routiers ont provoqué des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant à La Paz, la capitale du pays, et dans d'autres localités également. Le président Rodrigo Paz est en poste, lui, depuis à peine 6 mois, que la population veut déjà son départ. On en a parlé il y a quelques semaines sur le plateau de Toujours Debout. Vincent Harpoulet du Vent se lève était alors notre invité. Je vous invite à aller revoir cette émission si vous souhaitez approfondir le sujet. Et le média se tiendra évidemment attentif à l'évolution de la situation en Bolivie. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et pour nous aider, vous le savez, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Nous vous remercions. Très bonne soirée sur le Média.